Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un sujet aussi stratégique que sensible en ce moment, qui est investir dans la souveraineté et la défense. Quelle solution? Donc, merci à tous pour vos inscriptions. Euh, Avec moi pour présenter ce webinaire, Stéphane, Guy, Eliès et Didier. Et je vais vous laisser chacun vous présenter et présenter rapidement votre structure avant qu'on poursuive. Stéphane Ludovico, directeur de la gestion privée chez Opéra Bureau de Famille. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les familles dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale au sens large et au cas particulier de l'investissement financier, c'est de pouvoir rechercher des solutions parmi l'univers des solutions qui existent pour pouvoir proposer des solutions pertinentes. Voilà. Donc, nous sommes situés à Aix-en-Provence et Paris, et nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes. Guy, à vous peut-être, si vous voulez. À moi, bonjour à tous et merci encore à Opéra de m'avoir invité à ce webinaire. Guy Gourevitch, je suis actuellement président d'un réseau d'investisseurs qui s'appelle Défense Angel, comme son nom l'indique, qui est un réseau spécialisé dans l'investissement des startups et des PME, voire maintenant des ETI, qui travaillent dans le domaine des technologies stratégiques, c'est-à-dire des technologies qui intéressent à la fois la défense, mais également le marché civil, sur des domaines qu'on considère comme relevant de notre autonomie ou de notre souveraineté. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, anciennement, j'ai eu une carrière qu'on appelle de cadre sup dans les grands groupes internationaux. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser sur le tard, je dirais, aux PME et aux startups. Et j'ai investi dans beaucoup de startups. J'ai également créé des fonds d'investissement, notamment des fonds TEPA. Et avant de créer Défense Angels, j'étais président de France Angel, qui est la Fédération nationale des business angels sur le territoire. Voilà. Merci Guy. Eliès, Didier. Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Eliès Boudokan. Donc, je suis responsable des relations investisseurs auprès de la clientèle privée chez Cyclades. Donc j'accompagne des conseillers en gestion de patrimoine, des multifamily office et leurs clients dans leurs investissements dans Cyclades. Et donc Cyclades, on est un acteur historique du private equity en France. On fait ce travail depuis 37 ans. Et donc notre métier, très concrètement, c'est d'accompagner des PME dans la transmission de ces PME, l'accompagnement d'un nouveau management, la structuration de ces PME et puis la consolidation de marché. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bonjour, moi je suis donc Didier Genoux, je suis un des associés gérants de Cyclades. C'est une structure que moi j'ai rejoint il y a 30 ans, donc je suis un ancien de Cyclades. Cyclades, c'est 25 personnes réparties dans 3 bureaux à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Comme l'a dit Eliès, nous sommes une structure qui gère des fonds d'investissement small cap et nous avons en cours une levée de fonds pour lever un fonds d'investissement small cap dédié aux PME de la BITD, donc de la défense. Et ce fonds d'investissement, nous le faisons en partenariat avec Guy Gourevitch, parce que nous pensons qu'à la fois nos expertises mises en commun seront créatrices de valeur et qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêt entre ce que fait Guy avec Defense Angel et ce que fera Cyclades avec ce fonds défense que nous avons baptisé SVP pour Civis Pacem. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Revenons donc sur notre thème, investir dans la souveraineté et la défense, quelle solution? C'est un thème qui peut surprendre, qui peut parfois diviser.
mais vous allez voir qu'il soulève des réalités et des enjeux économiques, éthiques et durables qui nous concernent tous, en tant qu'investisseurs, évidemment, en tant que chef d'entreprise ou tout simplement en tant que citoyen responsable. Depuis plusieurs années, on observe un changement profond de paradigme, et encore plus ces derniers temps avec l'actualité, avec le repli des grandes puissances sur elles-mêmes. Encore une fois, sujet très actuel, la fracture dans la mondialisation, également la montée des tensions géopolitiques avec des conséquences concrètes sur la sécurité économique, énergétique et technologique. En parallèle, on l'a vu, l'Europe, qui est parfois critiquée d'ailleurs pour sa lenteur jusqu'ici, a réagi avec force avec un plan de plus de 800 milliards d'euros d'investissement pour renforcer sa souveraineté dans tous les secteurs clés. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, la question, elle est simple. Comment nous, en tant qu'acteurs privés, on peut participer à cette dynamique, on peut sécuriser nos investissements et concilier aussi performance et engagement responsable. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi les secteurs de la souveraineté sont de plus en plus stratégiques, quelle rentabilité pour les investissements dans la défense et quelles solutions d'investissement concrètes pour répondre à ces enjeux. Si vous avez des questions pendant cette heure de webinaire, je vous invite à les poser dès maintenant dans le chat et on les traitera à la fin. De toute façon, il y aura un moment de questions-réponses pour qu'on puisse y répondre. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Guy pour la première partie. Merci, merci beaucoup. Dans le cadre de la présentation de la société d'investissement de Business Angel, sur laquelle on reviendra, je crois, en dernière partie du webinaire, je vais utiliser 2 ou 3 transparents de cette présentation qui sont d'ordre beaucoup plus général. Alors, le premier transparent concerne un peu la situation et le contexte. Voilà, juste après, la situation et le contexte. Voilà, on a, comme l'a dit Hugo à l'instant, tout le monde le sait, j'insisterai pas là-dessus, on a une nouvelle donne internationale. On parle désormais, on a remplacé le mot mondialisation par le mot souveraineté. Je ne sais pas si tout le monde s'est bien rendu compte, mais c'est maintenant un nouveau vocabulaire. On parle donc de souveraineté du pays, mais également de l'Europe. On parle d'autonomie stratégique et technologique. Il n'y a pas que le domaine de la défense qui nécessite d'avoir un point de vue d'autonomie et de souveraineté. Il y a d'une façon plus générale une autonomie et souveraineté sur tout un tas de secteurs. Des secteurs sur lesquels on va pas travailler aujourd'hui, mais tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie. Nous allons plutôt parler aujourd'hui d'autonomie technologique et on va revenir sur ce qu'on appelle les technologies stratégiques. Donc aujourd'hui… Allô ? Oui. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons par ailleurs, sur cette nouvelle donne internationale, des perspectives de croissance à long terme sur ces technologies. Pourquoi des perspectives de croissance à long terme ? Parce que la mise en place de technologies de rupture ou de technologies nouvelles nécessite un temps, sinon un temps long, au moins du moyen terme, ne serait-ce que pour développer les technologies et surtout les industrialiser. Les industrialiser, les mettre sur le marché et en faire effectivement des produits opérationnels. Donc il y a des perspectives de croissance de ce marché qui est tout à fait considérable, d'autant plus si nous voulons aujourd'hui ne plus dépendre et dépendre de façon parfois assez forte de la donne et des produits, des technologies et des conceptions de produits qui viennent de l'étranger. Suivez mon regard. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une politique européenne de défense qui est particulièrement forte
puisqu'on observe depuis très récemment, hein, depuis 1 an, peut-être 1 an et demi, un certain nombre de programmes et d'infrastructures européennes qui se développent. Vous en avez quelques-unes, le Fonds européen de défense, le programme européen pour l'industrie de défense, la stratégie industrielle de défense, qui sont des structures qui émettent aujourd'hui un certain nombre d'appels d'offres auxquels des consortiums européens répondent. Il y a donc implicitement de l'argent, et même beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux sur ces programmes de développement stratégique. Tout ceci piloté par l'Agence européenne de défense. Et derrière tout cela, bien entendu, la Banque européenne d'investissement et qui lui est lié le Fonds européen d'investissement, qui ont connu jusqu'à ces derniers temps, vous le savez, des clauses d'exclusion extrêmement strictes concernant la défense, qui était considérée comme un secteur dans lequel il ne fallait pas investir du tout, au même titre que le tabac ou d'autres secteurs que je ne citerai pas. Et aujourd'hui, depuis évidemment la prolongation de la guerre en Ukraine, la prolongation des conflits au Moyen-Orient ou dans d'autres zones de la planète, aujourd'hui, la BEI est en train de refaire complètement sa doctrine, je dirais, et même de revoir ses propres statuts pour avoir des clauses d'exclusion qui sont maintenant, qui se rapprochent finalement des traités internationaux. Hein. Vous savez qu'il y a des traités internationaux qui interdisent la production d'armements qui sont admis par la grande majorité d'ailleurs des pays de l'ONU. Et la BEI est en train effectivement de réorienter ces investissements ou ces autorisations d'investissement vers les dispositifs, je ne parle pas seulement d'armes d'ailleurs, de dispositifs d'une façon plus générale, qui ne sont pas exclus par les traités internationaux. Donc c'est un changement considérable dans la politique européenne vis-à-vis de la défense ou des technologies stratégiques. Pour compléter le tableau, vous le savez, nous avons en France une culture de défense et de défense autonome qui est extrêmement forte, qui date de décennies, hein, à vrai dire qui remonte à la politique du général de Gaulle, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons d'une part une défense stratégique nucléaire parfaitement autonome, aérienne, marine, d'une part, et d'autre part, nous avons une BITD, c'est-à-dire une base industrielle et technologique de défense, qui représente, on y reviendra d'ailleurs, plus de 4000 entreprises, avec des grandes, des moyennes et surtout des petites, qui sont très implantées dans les territoires et qui représentent une force industrielle considérable. Ça correspond d'ailleurs à peu près à 220 ou 230 000 emplois. Donc c'est quelque chose, les enjeux sont vraiment très importants. Il y a d'autre part des dispositifs que vous connaissez tous, la French Tech, la French Deep Tech aujourd'hui, France 2030, qui est un produit, pas un produit, mais une structure de financement disposant de plusieurs dizaines de milliards, 54 si mes souvenirs sont bons. Et puis, vous avez plus particulièrement pour les investisseurs individuels des dispositifs fiscaux qu'on appelle les dispositifs MIDI qui sont extrêmement intéressants, on y reviendra tout à l'heure. Dernier point qui nous distingue également des politiques de défense de nos amis européens, nous avons une loi de programmation militaire, c'est-à-dire qu'on est un des rares pays, peut-être le seul, à avoir une perspective à long terme de l'engagement de l'État en matière de défense.
ce sont des lois de programmation et de financement multi-exercices. Et donc, ça nous donne une perspective à assez long terme. Voilà. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure que l'investissement dans ce type de technologie était rentable. Eh bien, ça donne effectivement, c'est un des rares marchés qui donne une perspective à long terme. Il y a un grand volume de deal flow, c'est-à-dire de demandes de financement. Il y a beaucoup de besoins en fonds propres. Il y a beaucoup de besoins en accompagnement stratégique. Et il y a un certain nombre de grands industriels qui souhaitent de plus en plus travailler avec les startups, mais également avec les PME industrielles. Tout ça donne un tableau de marché, je dirais, qu'on ne retrouve pas habituellement sur, sur les marchés habituels, que ça soit même la santé, l'automobile ou d'autres. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies stratégiques? Vous en avez une liste, alors je ne vais pas vous les citer, ça ressemblerait à une liste à l'après-vert, mais vous voyez qu'il n'y a que les équipements de défense et de sécurité ne représentent qu'une partie de ce marché. Évidemment, les équipements à l'exclusion des dispositifs prohibés par les traités internationaux, je l'ai dit tout à l'heure. Un domaine extrêmement important de la cybersécurité, à la fois défensive et offensive. L'intelligence artificielle qui devient de plus en plus prégnante et qui s'introduit dans un maximum de dispositifs aujourd'hui. Le calcul haute performance et des technologies quantiques qui sont, à notre avis, inséparables d'une intelligence artificielle puissante. Elle requiert, l'intelligence artificielle, des capacités de calcul extrêmement fortes, de la communication haute performance satellitaire ou terrestre, les nouveaux matériaux. Nous avons aujourd'hui besoin de nouveaux matériaux qui ont des caractéristiques et des performances tout à fait spécifiques. L'optronique, la robotique et l'autonomie, pas seulement les voitures autonomes, mais les véhicules autonomes qui soient légers, parfois lourds, et qui sont guidés par un central, voire par des drones. Les technologies de furtivité, que ça soit de furtivité aérienne ou de furtivité, alors là c'est plus dans le domaine de la défense, hein, évidemment, mais également sur les matériels terrestres, l'aéronautique d'une façon générale, les énergies nouvelles, notamment l'hydrogène, que ce soit les piles à hydrogène ou les moteurs à hydrogène, et le stockage énergétique. Le spatial, avec les lanceurs, les satellites ou les infrastructures au sol, et enfin les drones de tout type. Vous voyez que ça recouvre des secteurs quand même très larges, et en même temps, on voit qu'il y a un fil rouge dans tout ceci, que je pourrais appeler des technologies dures, c'est-à-dire des technologies qui permettent de ne pas dépendre et même de nous donner une avance opérationnelle, non seulement en matière de défense, mais en matière de marché stratégique par rapport aux autres pays et surtout aux grandes puissances, qui ont une certaine tendance effectivement à revenir et à se replier vers eux. Voilà la première partie qui pose un peu, je l'espère, en tout cas le contexte général des véhicules d'investissement dont on va parler ensuite. Merci Guy. Vous aurez un ou deux exemples de ces technologies duales que vous expliquez en général très bien, de ces technologies qu'on utilise dans le civil et avec des applications militaires. Vous avez plein de projets en général Oui, passionnants. alors écoutez, Un petit projet en 2 minutes 30, si vous arrivez, c'est top. En 2 minutes 30. Alors, si vous pouvez passer à l'écran ce que j'ai appelé le portefeuille. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que le meilleur moyen d'illustrer ce que je viens de dire, c'est de donner des exemples de sociétés dans lesquelles le réseau Défense Angel a investi.
mais évidemment, il y en a bien d'autres. Ça vous donne une illustration. On a investi dans EOS Technologies, qui est une société de drones de grande dimension et à grande portée. Opus Aerospace, je vais passer très vite, hein. Opus Aerospace, qui est une société qui dispose de lanceurs et de moteurs pour petits lanceurs ou moyens lanceurs. Snowpack, qui est une société qui a une technologie vraiment extrêmement intéressante de cybersécurité. Ensuite, Aeric System, qui est qui lance des drones multi- et omnidirectionnels qui permettent d'avoir des drones d'inspection dans des endroits extrêmement difficiles d'accès. Imagine, qui est alors dans le domaine des nouveaux matériaux dont je parlais tout à l'heure, qui produit des matériaux magnétiques à performance tout à fait étonnante. Athanor Engineering, qui a des dispositifs d'aide à la sûreté maritime. Inspire, qui propose des solutions, là aussi, c'est à la limite entre la sécurité informatique et la cybersécurité. Positote, alors là, qui dispose d'une technologie absolument extraordinaire qui permet de faire du contrôle non destructif avec des anti-électrons, des positrons. Donc c'est typiquement une deep tech, hein, ce qu'on appelle une deep tech, et nous avons investi dans cette deep tech qui commence à avoir aujourd'hui des marchés extrêmement intéressants. Bloom, qui est une deep tech spécialisée dans la fabrication de lasers industriels. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on arrive à peu près au bout. Ouais, merci. Voilà, Merci Guy enfin, pour ce oui, panorama très riche. Je pense que vous en avez beaucoup c'est encore. extrêmement riche et ça donne ce que j'ai juste en conclusion de Je vous en prie. cette partie. Je voudrais insister auprès de ceux qui nous écoutent sur d'abord l'aspect absolument passionnant de ces technologies et deuxièmement sur l'aspect perspective à long terme et retour sur investissement à court, moyen et long terme sur ces technologies. Ça va être le vrai capital, ce sont ces technologies. Eh bien, merci Guy pour ce panorama et cette mise en contexte très riche. Qu'on comprend bien, c'est que la souveraineté, elle ne se résume pas qu'au militaire. C'est aussi un levier d'innovation, c'est aussi un levier de croissance et de résilience économique pour tout le monde, pour l'Europe, entre parenthèses. Au-delà de la vision stratégique, nous, ce qu'on va se demander là, c'est est-ce que c'est un secteur aussi qui est rentable pour les investisseurs? À quelles conditions? Et ce qu'on va voir maintenant avec Stéphane sur la partie consacrée à la rentabilité de ces investissements et à la sécurité de ces investissements. Oui, bah, effectivement. Donc, pour revenir sur un petit peu en arrière sur comment on est arrivé à organiser cette présentation, dans notre métier, donc on sélectionne on fait des conseils en investissement et pour pouvoir faire des conseils, ben, on part du cahier des charges de nos clients. Et évidemment, on recherche les solutions dans lesquelles on croit et dans lesquelles on recherche une visibilité sur la rentabilité qui va être proposée aux investisseurs et évidemment aussi pouvoir évaluer quel est le risque associé à l'investissement qui est pris. Et là, ce qui est intéressant quand même dans l'ensemble de ce secteur, c'est que ça coche un bon nombre de cases. On va le voir en particulier avec le soutien massif des pouvoirs publics. Donc ça, Guy l'a évoqué, donc et Hugo également. C'est le fait que on est dans un monde qui est de plus en plus démondialisé et on fait attention à ce que l'on peut, comment dire, ce que l'on peut faire par soi-même, etc. Donc, on voit l'Europe qui annonce un plan massif de 800 milliards d'euros. Donc, ça, c'est quand même assez conséquent en matière d'investissement. L'Allemagne également qui a proposé un plan de 600 milliards sur la défense et les infrastructures au sens large. Donc, là aussi, c'est des capitaux qui sont importants.
Donc, ça permet d'avoir une forte visibilité sur l'ensemble de cette thématique. Comme Guy l'a évoqué à travers les exemples, ce sont aussi une croissance qui est portée par l'innovation. On n'est pas là dans un sujet où il y a un effet de mode qui va durer quelques mois et puis après ça va retomber comme un soufflet. On est vraiment sur une innovation forte qui nécessite du temps et des applications qui vont être sur plusieurs décennies. Donc on est finalement on s'affranchit du cycle économique et ça en tant qu'investisseur c'est plutôt très très intéressant également pour pouvoir avoir de la visibilité. On est également sur des marchés donc protégés et régulés. Donc ça permet d'avoir moins de concurrence et donc plus de stabilité. Moins de concurrence, ce serait par exemple par opposition. Je ne sais pas si on devait faire aujourd'hui un investissement sur une marque automobile grand public. Bon, il y a une concurrence qui est extrêmement forte et donc une visibilité qui est moins importante, alors que là, on est sur des sujets beaucoup plus innovants et protégés. Et enfin, donc sur le côté fiscal, donc une partie des sociétés dans lesquelles les fonds vont investir ouvre droit à un avantage fiscal. Donc là aussi, c'est évidemment un levier intéressant pour l'investisseur et pour pouvoir améliorer la performance sur le long terme. Et petite question, on oppose souvent dans la vie générale de l'investissement, l'investissement durable et la rentabilité, et encore plus aujourd'hui le côté durable peut-être dans l'investissement dans ces technologies et dans la défense. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'on a une idée? Sur le sujet de la durabilité, c'est vrai que nous, notre point de vue, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le secteur ESG, donc c'est le secteur de l'environnement social et gouvernance, et le secteur de la défense. Alors c'est vrai que, comme l'a évoqué Guy également, la réglementation évolue puisqu'elle était jusqu'à présent extrêmement restrictive sur ces sujets-là. Mais c'est aussi le contexte global qui évolue. Je crois qu'il y a pas encore si longtemps, on était dans un monde où la guerre est quelque chose qui est très loin, etc., où il fallait voilà, s'il y avait pas on n'avait pas conscience forcément des enjeux qui étaient là. Et on voit que la réglementation change à ce niveau-là et cette réglementation qui évolue va permettre d'ouvrir de nouveaux accès à des fonds qui sont actuellement bloqués par leur cahier des charges. Mais bon, voilà, pour les fonds spécialisés comme on le présente aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et voilà, et puis ça permet aussi, à travers ces investissements, de protéger le modèle dans lequel l'on vit et de pouvoir donc continuer à fonctionner comme on souhaite le faire. Mais merci Stéphane. Oui, allez-y, vas-y. Oui, peut-être en complément de ce qui a été très justement dit, il n'y a pas d'opposition du tout entre l'ESG et les secteurs dont il est question ici. Nous, on est vraiment convaincus de ça. Et peut-être pour compléter ce qu'ont dit Guy et Stéphane, alors là, plus spécifiquement sur la défense, nous, notre vision aujourd'hui, c'est que c'est un secteur qui va être vraiment durablement bien orienté. Et quand je dis durablement, ce n'est pas une dizaine d'années. En fait, on pense qu'on repart dans un cycle beaucoup plus long, parce qu'en réalité, depuis la chute du mur en 1990, les industries de défense européennes ont finalement géré un très long et très lent déclin. Et la France a plutôt bien géré ce déclin, comme l'a expliqué Guy, en gardant quand même ses compétences. Mais fondamentalement, c'est un marché qui est en déclin depuis 30 ans. Et quand on écoute aujourd'hui la DGA, et en particulier Emmanuel Kiva, on prend conscience qu'il y a un changement total de paradigme et que finalement, on va repartir dans un cycle très très long pour compenser, entre guillemets, ce déclin qui certes a été bien géré, mais qui a été réel. Et donc, on pense que c'est vraiment une tendance de fond en Europe en général et en France en particulier. Donc, c'est vraiment
à notre sens, un secteur qui va être très durablement bien orienté. Merci Didier pour ces précisions, pour ces éclairages très concrets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces investissements, ce n'est pas des paris spéculatifs, c'est loin d'être des paris spéculatifs. Ils s'appuient sur des engagements concrets du public et des engagements massifs, sur des innovations à forte valeur ajoutée. Guy nous les a présentées en première partie et on ne les a pas toutes vues, mais il y en a beaucoup et vous aurez peut-être l'occasion de lui en parler. C'est hyper intéressant d'écouter sa passion sur ces projets. C'est génial. Et aussi sur des marchés donc, régulés avec une visibilité forte, la partie fiscalité. Ce que tu viens de dire aussi, Didier, sur ce cycle long d'investissement avec des secteurs bien orientés. Et on vient de le voir également, c'est compatible avec une démarche ESG structurée. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendez certainement, qui est la partie sur les solutions d'investissement concrètes. Donc, comment investir, à quel moment, quel type de produit on peut proposer pour répondre à quel objectif. Donc là, je vais laisser la parole à Stéphane, à Guy et à Eliès sur la partie investissement. Et donc, on va commencer par Stéphane pour un panorama un peu plus général. Et puis après, on ira dans le détail avec Guy sur la CIBA, puis avec Didier Eliès sur le fonds Silice-Pacem. Merci Hugo. Donc, pour effectivement présenter le panorama de comment est-ce qu'on peut investir dans l'ensemble de cette thématique au sens large, donc on peut distinguer d'un côté les marchés cotés, donc c'est-à-dire les marchés financiers et boursiers qui sont extrêmement volatiles et perturbés actuellement. Donc ici, en fait, on va retrouver des actions concrètement axées sur cette thématique. Et encore que, on voit que la profondeur de marché n'est pas si importante non plus. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui est très forte et c'est pas forcément le meilleur moyen finalement pour financer cette thématique. Néanmoins, on arrive à faire quelques investissements et quelques solutions. Il y a, donc, vous avez probablement entendu également l'annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps dans les médias pour un prochain fonds qui va être lancé par BPI France. Ça va s'appeler BPI France Défense. Alors là, la question, ça va être un petit peu de qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, quelles vont être les conditions d'investissement, etc. Donc pour l'instant, à notre sens, en tout cas, ça reste un petit peu opaque et donc on attend de voir comment ça va se passer concrètement. Et puis après, sur la partie non cotée, donc c'est-à-dire non investi en bourse et avec des investissements en direct, on peut avoir donc des financements participatifs, des fonds de dette privée, donc là, ça va être des investissements où on va faire comme un prêt finalement aux sociétés, et donc des fonds d'investissement que l'on va voir plus en détail aujourd'hui. Donc les fonds d'investissement à capital innovation. Donc là, c'est le fonds présenté par Guy Siba Defense Angel, où là, l'investissement est possible à partir d'un montant de 10 000 euros. Et un fonds d'investissement capital développement. Donc là, c'est le fonds présenté par Cyclades, où là, l'investissement est possible à partir de 100 000 euros. Et donc, sans plus tarder, on propose de... Petit changement de slide. Voilà. Et donc, Guy, dites-moi, on part d'ici, c'est ça? On part d'ici, voilà. Super. Ok, donc je vais vous présenter donc Angel Strategic Capital, qui est une société d'investissement dans les startups ou les sociétés très, très innovantes. Je voudrais d'abord bien préciser une chose. Il y a finalement, vous avez le choix en tant qu'investisseur entre deux segments de marché. Vous avez le segment de l'innovation de défense ou l'innovation stratégique et la partie industrielle, industrialisation de la défense et les PME industrielles de défense. Les deux véhicules que nous allons vous présenter s'adressent à ces deux marchés
qui sont différents. Ils sont non seulement différents par la nature des cibles d'investissement, mais ils sont également différents dans la nature des besoins en investissement. L'un s'adresse à, et la suite, je dirais, du réseau de Business Angel, Défense Angel, c'est un véhicule qui permet de renforcer les tickets d'investissement, mais toujours dans les mêmes cibles, qui sont les cibles des startups. Et donc, on va aller vers les séries A ou le début des séries B, alors qu'avec le réseau, on était en seed, en amorçage pur. Le fonds avec lequel nous coopérons par ailleurs s'adresse tout à fait à une autre cible, qui est la cible des PME industrielles déjà installées sur leur marché et qui ont des besoins de capital développement, d'investissement, de capital transmission sur lesquels Eliès reviendra en détail. Mais je voudrais simplement bien montrer le choix aujourd'hui, le choix riche, hein, si je peux dire, que vous avez entre les natures d'investissement et les natures de cibles dans lesquelles vous souhaitez plutôt investir. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler donc d'Angel Stratégique Capital, qui est une société d'investissement de business angel. Je vais vous indiquer comment ça fonctionne et qui s'adresse aux startups innovantes. On va y revenir. Donc, c'est un véhicule d'investissement collectif. Le capital est souscrit par les associés Business Angel et ce capital est investi dans les startups. Voilà, les décisions sont collectives en matière d'investissement et de désinvestissement, c'est-à-dire que c'est une société d'investissement, ce n'est pas un fonds avec une société de gestion, c'est vraiment une SAS dans laquelle les investisseurs mettent de l'argent et ensuite cet argent est géré par un comité d'investissement, on y reviendra tout à l'heure. L'intérêt de ce véhicule est d'offrir aux investisseurs non pas la possibilité d'investir dans une ou deux ou N sociétés séparées, mais d'investir dans un portefeuille de participation. La société va détenir un portefeuille de participation et donc permettra de mutualiser le risque entre ces différentes sociétés, puisque on s'intéresse à des startups, on s'intéresse à des sociétés qui démarrent et parfois des deep tech qui démarrent leur technologie, et donc le risque séparément est relativement élevé. Quand on mutualise le risque entre plusieurs sociétés à travers un portefeuille, évidemment, on mutualise le risque. Les instructions des dossiers sont menées par des business angels expérimentés et les experts associés, puisque nous disposons d'un club d'industriels, d'institutionnels. Nous avons des contacts et des conventions de partenariat, notamment avec l'Agence Innovation de Défense, avec la BPI, avec des industriels, des gros industriels sur lesquels nous pouvons nous reposer pour instruire les dossiers. Voilà. Et puis, la société, qui est une société de business angel, accompagne, bien entendu, les lignes d'investissement et il y a un accompagnement spécifique. La société siège dans les instances de gouvernance des sociétés cibles, même si, à la différence d'un fonds d'investissement et de SVP, nous investissons toujours en minoritaire. Ça, c'est aussi un point tout à fait important. L'environnement réglementaire est très simple. Nous ne faisons pas d'appel public à l'épargne. Nous n'avons pas donc, nous requérons pas l'agrément AMF et nous disposons, nous offrons à nos investisseurs des avantages fiscaux individuels qui sont
exactement identiques à ceux d'un business angel, c'est-à-dire d'un investisseur direct. Et vous savez d'ailleurs que ces avantages fiscaux sont considérables. Quand on investit dans une JEIR, c'est-à-dire dans une deep tech, vous pouvez déduire 50% de votre investissement dans votre IRPP, dans votre impôt. Voilà, j'insisterai pas, je vais aller très vite sur l'interface avec Défense Angel. Vous avez bien compris que l'interface entre le réseau de Business Angel et la société d'investissement est très étroite. D'abord, c'est le même deal flow. D'autre part, on dispose aujourd'hui d'un comité d'investissement et d'un comité de sélection dans le réseau qui seront utilisés dans la société d'investissement. Nous partageons les outils, nous avons le même écosystème de partenaires et nous avons également un coefficient d'entraînement qui nous permet d'avoir des co-investissements qui sécurisent encore un peu plus les investissements que nous pouvons faire. Voilà, l'intérêt. Le temps file, Guy, pour qu'on puisse avoir le temps aussi de présenter le fond après. Je suis trop long. Passer... Oui, je vais avancer. OK. L'avantage de l'investissement dans cette SIBA, dans cette société d'investissement, est que nous regroupons les investisseurs au sein d'une même structure et donc nous avons un poids supérieur dans la gouvernance des entreprises investies. On simplifie évidemment la table de capitalisation puisque quand on a quand même des business angels séparés, on a parfois pour des toutes petites boîtes des tables de capi qui sont assez importantes. Donc ça la simplifie beaucoup. On facilite les tours ultérieurs puisqu'on donne une force de contrôle sur le management et de négociation vis-à-vis des repreneurs en sortie. Et on mutualise, je l'ai dit, les investissements des business angels. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, il faut savoir que Angel Strategic Capital s'insère dans un ensemble de structures, le réseau d'investisseurs, la société d'investissement, le club d'industriels. Donc nous avons aujourd'hui à notre board du club d'industriels des sociétés très importantes comme Naval Group ou MBDA par exemple. Nous avons un certain nombre d'ETI qui nous accompagnent et qui pourront d'ailleurs accompagner d'une façon ou d'une autre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le fonds également, le fonds Civis Pacem dont on parlera. Voilà, et puis nous formons et nous accompagnons nos startups. Voilà. Super. Merci beaucoup, Guy. Voilà, alors on a d'autres éléments, mais on les garde pour les questions. Oui, carrément, avec plaisir. Du coup, on va passer à la présentation. Donc, je vais permettre de prendre la main sur le partage. En fait, je vais partager une slide, une seule. Comme ça, on va attaquer directement sur le fond pour pouvoir laisser la place aux questions, justement. Tu veux que je m'enlève, du coup? Oui, c'est parfait. Vous voyez bien la slide? Très bien. Super. Alors, effectivement, on reparlera rapidement de Cyclades, mais je voulais d'abord rappeler les caractéristiques du fonds SVP. Donc, le fonds SVP, comme on l'a dit, c'est un fonds qui va investir dans les entreprises de la BITD, donc la base industrielle et technique de la défense française. Donc, c'est un fonds qui va être thématique dans la défense, que ce soit très clair. Et donc, le fonds SVP, c'est un fonds qui va reprendre le travail historique de Cyclades, c'est-à-dire d'accompagner des sociétés, des PME françaises dans un cadre de transmission. Et c'est des sociétés qui sont rentables. Donc, nous, notre travail, c'est de devenir actionnaire majoritaire, de gérer une transmission, donc un fondateur qui part à la retraite et donc de mettre en place un nouveau management, d'accompagner ce management dans la structuration de la société, la croissance de cette société également, organique, mais également et surtout sur SVP externe, avec des build-up qui seront réalisés. Et donc, le fonds SVP, c'est un fonds qui va investir dans une vingtaine de PME françaises de la BITD sur des tickets unitaires, vous le voyez en bas à gauche, entre 3 et 15 millions d'euros en equity. Et donc, c'est un fonds qui
sur cette taille globale, fera 150 millions d'euros. Donc, c'est un fonds qui est à destination des institutionnels. Donc, le fonds SVP sera commercialisé auprès d'institutionnels, de grands institutionnels, de très hauts LPs que tout le monde connaît. Et nous, au sein de Cyclades, on va créer un fonds feeder, qu'on appelle un fonds nourricier, qui permettra à votre clientèle, à vous, Hugo, Stéphane et Karine, de pouvoir accéder justement à ce fonds, pas à des tickets minimums comme on le demande à nos institutionnels, qui sont millions d'euros, mais à partir de 100 000 euros. Donc, on l'a dit, c'est un ticket d'entrée de 100 000 euros, mais ça fonctionne par appel de capital. Donc, grosso modo, sur la période d'investissement de 5 ans, on appelle en moyenne 20% des capitaux de vos clients. Un petit rappel, parce qu'on a beaucoup parlé de fiscalité tout à l'heure, pas d'avantage fiscal à l'entrée ou sur l'impôt sur le revenu, mais un petit avantage fiscal à la sortie sur ce fonds, sur les plus-values, puisque pour les plus-values réalisées sur ce fonds, les personnes morales sont exonérées d'IS. On rentrera dans le détail du cadre et pourquoi on est exonéré d'IS plus tard si vous le souhaitez. Et pour les personnes physiques, les plus-values sont seulement imposées aux prélèvements sociaux. Oui, à toi. Alors peut-être, je vais essayer d'être très rapide. Je vais proposer une petite description du fonds SVP en 2 temps. D'abord, rappeler qui est Cyclades ou expliquer qui est Cyclades et quel est notre track record en règle générale dans les opérations que nous avons faites. Et puis après, on fera un focus sur pourquoi aller dans le domaine de la défense. Donc, Cyclades, nous existons depuis 37 ans. Nous avons fait à peu près 185 investissements et on a fait à peu près 150 sessions. En moyenne, sur les opérations que nous réalisons, nous visons un multiple de 3 sur notre investissement. Cyclades, c'est 25 personnes au total, dont 19 dans l'équipe d'investissement. Nous sommes un fonds complètement indépendant. Nous sommes basés à Paris, à Lyon et à Bordeaux, ce qui correspond bien avec notre stratégie de faire des opérations primaires. Et l'équipe Cyclades, ça c'est une particularité. Nous investissons à titre personnel, c'est l'ensemble de l'équipe, à hauteur de 5% des fonds engagés par nos investisseurs. Donc, dans le cas du fonds Civis Pacem, comme l'a rappelé Eliès, qui va faire 150 millions d'euros, l'équipe d'investissement de Cyclades va investir 7,5 millions à titre personnel. Voilà, donc rapidement en termes d'historique, Cyclades, donc nous avons levé depuis notre existence 8 fonds. Le dernier, Cyclades 7, a été fini d'être levé en tout début d'année 2025. Donc nous sommes aujourd'hui en train de lever le fonds Civis Pacem, qui sera exactement ce que fait Cyclades, c'est-à-dire de la transmission et de la structuration de petites PME, mais spécifiquement dans le monde de la défense. Et ce que vous voyez à droite, c'est un peu l'historique des fonds Cyclades. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ça fait très longtemps que nous faisons ce métier. Donc, nous avons un très bon deal flow et une très bonne notoriété dans le monde des PME, en règle générale en France. Que Civis Pacem, ce fonds dédié à la défense, fera vraiment ce que c'est faire Cyclades, mais dans un secteur qui, comme nous l'avons vu, nous paraît très bien orienté. Et ce que l'on voit à droite, c'est les performances historiques réalisées par les fonds Cyclades. Donc, en général, nous avons de très bonnes performances dans la durée, parce qu'on a une stratégie qui est la même depuis 35 ans et une équipe qui est très stable. Alors, en 2 mots, pourquoi on veut lever ce fonds thématique dans la défense? On va passer directement sur, voilà, non, même après. Voilà, alors, ça fait 1 an, en fait, que nous travaillons sur ce fonds thématique défense. Et pour tout dire, c'est la DGA, donc la division entreprise du ministère de la Défense, qui est venue nous solliciter pour monter un fonds dans la défense.
en nous disant bah, finalement, Cyclades, vous avez un savoir-faire pour investir dans les petites PME. Et comme Guy l'a très bien expliqué tout à l'heure, la BITD en France, c'est à peu près 4000 entreprises, c'est effectivement une dizaine de grands groupes que tout le monde connaît, mais c'est surtout une myriade de PME qui sont petites. Ce sont des sociétés en moyenne qui font 6 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui, pour au moins un tiers d'entre elles, ont aujourd'hui ou à très brève échéance des problématiques de transmission. Le dirigeant doit passer la main. Et c'est des sociétés qui nécessitent de la structuration et du build-up. Et comme c'est un savoir-faire que Cyclades fait depuis très longtemps, et d'ailleurs historiquement nous avons fait des opérations dans la défense, on a été très flattés que la DGA vienne nous voir et nous souffle à l'oreille cette idée de monter un fonds défense. Donc on ne s'est pas réveillé au mois de janvier dernier avec l'élection de M. Trump. Ça fait un an qu'on travaille sur ce projet. Donc on a constitué une équipe, on a commencé la levée de fonds. Et puis, ben, évidemment, l'actualité actuelle et les évolutions réglementaires dont Guy a très bien parlé nous ont facilité la vie. Et donc, nous pensons que le fonds fera un premier closing fin juin 2025. Et puis, donc, pourra commencer à investir dès le second semestre 2025. Et comme l'a expliqué Eliès, c'est un fonds qui va investir pendant 5 ans et qui aura une période totale de 10 à 12 ans de façon à permettre le développement et la création de valeur au sein du portefeuille, puis la liquidité dans de bonnes conditions. Donc voilà, je pense qu'il faut simplement retenir, c'est un fonds qui aura une thématique défense sur le savoir-faire historique de Cyclades qui est la transmission et la structuration de petites PME. Super. Eh bien, oui. Merci beaucoup, Ilyes. Merci à tous, à tous les trois pour cette présentation complète. Donc, vous l'avez vu, il y a des options pour chaque profil d'investisseur. Il y a de l'engagé, un peu moins engagé, des tickets allant de 1000 à 100 000 euros. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. Donc on va pouvoir y répondre. Je pense qu'il y a une question en plus pour chacun. Donc c'est plutôt bien fait. Donc sur les questions, j'avais une première question. Donc je pense que celle-là plutôt peut-être pour toi, Steph, un fléchage de l'épargne vers des produits financiers ETF comme Vanek Défense est envisagé par les pouvoirs publics. Qu'en pensez-vous? Donc là, du coup, on est sur les marchés financiers, marchés boursiers. Donc très clairement, c'est vrai que ce sont des valeurs qui devraient profiter dans les mois et années à venir de l'épargne qui va être fléchée, puisqu'il y a des besoins, on l'a vu tout le long de la présentation, qui sont importants. Après, notre sentiment, c'est que sur la partie marché financier, il y a évidemment des opportunités, mais qu'elles sont finalement assez restreintes, puisque ce sont des très gros groupes, et que le vivier d'investissement se trouve finalement plus important, comme on l'a vu avec l'univers du non-coté, et avec l'univers de la BITD, la Banque industrielle technologie de défense, qui comporte au total à peu près 4000, 4500 sociétés, dont 1500 qui sont considérées comme critiques. Donc c'est vrai que les ETF et l'investissement dans les sociétés cotées en général devraient profiter de l'épargne qui sera investie. Mais à notre sens, il y a davantage d'opportunités encore dans le non-coté. Merci. Il y avait une question, je pense, pour Didier ou Ilyes. Quelle est la durée de participation pour Cyclades? Durée d'investissement, oui. Alors, quand nous investissons dans une PME, la durée de détention de Cyclades au capital de la PME, je donne une fourchette très large, entre 4 et 8 ans. Alors, ça peut sembler un peu long, mais en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait par l'équipe de Cyclades sur la PME,
hein, ce travail de structuration, de gestion de la transmission et de build-up. Quand tout s'enchaîne très bien, on peut faire une très grosse création de valeur en 3-4 ans. Parfois, c'est un peu plus long, donc c'est plutôt 7-8 ans. Je dirais en moyenne, c'est 5-6 ans. Et ensuite, si la question est posée sur le fonds et l'investissement du client, donc c'est des fonds qui durent 10 ans, prorogeables 1+1, donc ça peut aller jusqu'à 12 ans, avec 2 périodes. Une période d'investissement qui dure 5 ans, donc la période durant laquelle nous, on investit, et une période de désinvestissement, période durant laquelle on revend justement nos participations, soit à d'autres fonds, soit à des industriels qui rachètent nos participations. Et dans un fonds Cyclades, il y a entre 15 et 18 participations. Et globalement, donc, le risque est très mutualisé, hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'équipe investit si massivement à titre personnel dans les fonds que nous gérons. C'est d'abord parce qu'effectivement, on essaie d'avoir une bonne performance et surtout, les risques sont réellement bien mutualisés. Super. Alors, je pense qu'il y a une question. Madame Guédon, c'est ça? Ah, on ne vous entend pas. Oui, Ah oui, ça y est. oui, On vous voit, on vous bonjour. entend. Oui, Bonjour. bonjour. J'avais une question en fait sur la structure juridique pour Guy Grovitch. Pourquoi avoir choisi une forme juridique de SAS versus une forme classique de fonds pour SIBA? Oui, alors on a pris une forme SAS tout simplement parce qu'elle est très souple, elle permet d'avoir des statuts et des modes de gouvernance qui sont extrêmement souples. On ne voulait pas du tout avoir une structure de type fonds d'investissement. Je vous donne quand même quelques éléments quantitatifs, hein, qui nous ont conduits à cette structure. Bon, on a un closing, on a un objectif de lever entre 3 et 5 millions. Donc vous voyez qu'on est dans des domaines qui sont assez différents des fonds d'investissement. La souscription moyenne qu'on recommande est à peu près de 30 000 euros. On va grosso modo de 10 000 à 100 000 euros, hein, comme investissement. On a là aussi, hein, comme pour un fonds, une période d'investissement de 3 à 5 ans et une période de désinvestissement de 3 à 5 ans également. On va mettre des tickets d'investissement environ de 200 à 600 K et un objectif de 10 à 15 financements, hein, voilà. Alors, pour faire, et on est toujours très minoritaire, hein, c'est-à-dire que on prend des participations entre 5 et 33% du capital des cibles. Alors, ça implique, dernier point, ça implique des frais de fonctionnement qui sont en rapport avec le volume du véhicule, hein, qui sont très très faibles et qui permettent effectivement une gestion par les investisseurs eux-mêmes à travers un conseil d'administration, à travers un comité d'instruction. Donc on n'a pas besoin d'avoir pour ce type de véhicule, qui est encore une fois une société d'investissement et non pas un fonds d'investissement, une structure de type fonds classique. Voilà. Et juste la question corollaire concernant le dispositif fiscal du député Paul Midi, dont vous avez parlé, qui est très intéressant pour ce type d'investissement. Est-ce qu'il est également applicable dans un fonds d'investissement ou uniquement à travers une SAS? Alors, il a été, en fait, il est théoriquement prolongeable dans des FCPI, c'est la toute dernière version du dispositif MIDI, mais il est quand même essentiellement réservé aux investisseurs individuels qui ont
je dirais, un véhicule intermédiaire entre leur investissement et la cible. C'est la raison pour laquelle, quand vous investissez 10 dans une cible qui est une JEIR, par exemple, vous pouvez déduire 5 de vos impôts. Mais quand vous investissez dans un véhicule comme une CIBA, et que la CIBA investit dans une cible, eh bien, on considère que vous avez investi directement dans la cible au prorata du pourcentage de capital que vous avez dans la CIBA. Voilà. Et donc, vous pouvez, si la CIBA investit, par exemple, 300 000 € dans une cible, vous avez 5% du capital. On considère que vous avez investi 5% de 300 000 et cette somme-là, eh bien, vous pouvez déduire 50% de cette somme sur vos impôts. Donc, c'est un véhicule transparent fiscalement par rapport aux avantages Midi, ce qui n'est pas le cas des FCPI. D'accord, merci beaucoup. Merci Guy, merci Madame Guédon pour votre question. J'ai vu passer une question sur le ticket moyen investi par la CIBA. Donc Guy y a répondu, hein, c'est des tickets entre 200 et 600 000 €. Voilà pour cette question. 600 000 en moyenne 250-300. Super, merci. Et dernière question, si vous le voulez bien, parce que le temps presse, mais il y a eu pas mal de questions. Sachez qu'on y répondra après, si besoin, par email. Dernière question, je pense qu'il va être plutôt pour Elias et Didier. 2 questions, du coup. Sous quel article allez-vous créer le fonds? Et la question ensuite, comment allez-vous valoriser au sein de votre fonds des entreprises avec des business models totalement différents, industrie vs cybersécurité? Merci. Voilà. Je vais répondre à la première question et je vais laisser Didier répondre à la deuxième. C'est un fonds professionnel de capital investissement. Donc, c'est un fonds qui est dédié aux investisseurs avertis et professionnels. Et donc, en fait, le ticket de 100 000 € caractérise un investisseur comme étant un investisseur averti. Alors, il y aura une dérogation si jamais vous avez un investisseur, Hugo, Stéphane, Karim, qui a déjà investi dans du private equity, il pourra investir des tickets entre 30 000 et 100 000 €. Alors, il y avait une question sur quel article, je ne sais pas si ça faisait référence à la taxonomie. Le fonds que nous allons lever sera un article 8 au sens de la réglementation SFDR. Alors après, il y avait une question sur la valorisation des sociétés. Pour nous, en fait, la valorisation d'une PME, alors d'abord, on investira, vous l'avez compris, dans des sociétés qui sont matures. Donc, ce n'est pas des sociétés en phase d'amorçage de start-up, hein, ce sont des sociétés matures. Donc, on les valorise comme n'importe quelle société par rapport à leur perspective de croissance, par rapport à leur rentabilité et par rapport à la solidité de leur fonds de commerce. Donc, chez Cyclades, nous sommes connus pour être des investisseurs prudents sur notre façon de valoriser les sociétés dans lesquelles nous investissons. Et en moyenne, je dirais, nous, on visera des valorisations aux alentours de 6 fois l'EBITDA, 6 à 7 fois l'EBITDA dans les sociétés dans lesquelles nous allons investir. Ok, super. Merci pour ces réponses précises, Didier. On va conclure, si vous le voulez bien, parce qu'on a dépassé… Par mail pour les questions qui restent. Ouais, pour les suivantes, on les gérera par mail. Donc, pour conclure, je vous rappelle que toutes les opportunités qu'on a présentées aujourd'hui sont accessibles dès à présent avec des tickets à partir donc, de 1 000 €. Si vous souhaitez donc approfondir, si vous avez des questions, celles qu'on n'a pas pu répondre là, on va les traiter par mail. N'hésitez pas à nous écrire si vous en avez d'autres. Vous aviez notre adresse mail là. Vous avez aussi vu Guy, Elias et Didier. Je remercie tous les 4 pour votre participation. Merci Guy, merci Didier, merci Elias, merci Stéphane. C'était top. Et merci à tous pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Il y aura un replay du webinaire qui sera disponible si vous voulez le repartager ou le revoir. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.